Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. Une administration de mission, au service d'une coordination interministérielle des questions EUROPENNES. Le Comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne et son secrétariat, SGCI, ont été créés en 1948 pour répondre à une nécessité nouvelle, coordonner les ministères dans le cadre de l'application du programme de relèvement européen, tant en amont lors la préparation des instructions nécessaires aux négociations concernant la participation de la France au programme, qu'en aval en veillant à l'exécution des décisions relatives à la répartition des fonds. Mission aux enjeux aussi bien économiques que diplomatiques essentiels, le SGCI a été placé sous l'autorité du président du Conseil au détriment du ministère des Finances et du ministère des Affaires étrangères, tous deux prétendant pour superviser la coordination interministérielle. En cela, le système français se distingue des modèles que l'on peut trouver parmi les États européens, qui ont dû également mettre en place un mécanisme de coordination dans le cadre du plan de redressement européen. Lorsque ce dernier toucha à sa fin, le SGCI qui avait fait la preuve de son efficacité n'a pas pour autant disparu. Sa mission s'en trouva ainsi renouvelée en 1951 avec la création de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, CECA, puis en 1957 avec la création de la Communauté économique européenne, CEE, et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, CEEA, chapitre 1. Pour répondre à cette mission de coordination, une organisation particulière est nécessaire transcendant les découpages ministériels. Cette transversalité suppose par ailleurs nécessiter des agents dotés à la fois d'une compétence technique et d'une vision d'ensemble des dossiers qui intègrent la dimension européenne. Cette organisation a permis au SGCI d'évoluer au fil de l'approfondissement de l'intégration européenne. Son champ de compétences s'est étendu avec l'apparition de nouvelles fonctions, et sa vocation interministérielle s'est amplifiée au fur et à mesure des progrès de la communautarisation. Il en est résulté une totale incohérence entre la dénomination même de SGCI, qui sous-entend une aptitude à intervenir sur les seules questions économiques, et la réalité d'une administration devenue incontournable pour l'ensemble des questions européennes. Le récent changement d'appellation qui a substitué le Secrétariat général des affaires européennes, SGAE, au SGCI était devenu indispensable pour traduire cette évolution. Désormais, il existe un organe explicitement dédié aux affaires européennes sous l'autorité du Premier ministre. Le changement n'est pas seulement symbolique, il touche à l'organisation et au fonctionnement de cette administration, chapitre 2. Chapitre 1. Un service indispensable sous l'autorité du Premier ministre. Le SGCI a été créé pour une mission particulière de coordination interministérielle, dans le cadre de l'application du plan Marshall, conçu pour la reconstruction du continent européen ruiné après la Seconde Guerre mondiale. Cependant, une fois cette mission sur le point d'être remplie, le SGCI n'a pas pour autant disparu. Il s'est adapté pour répondre à un nouveau besoin de coordination dans le cadre de la Communauté européenne du charbon et de l'acier en 1951 puis des Communautés européennes en 1957, section 1. Cette pérennisation a sans doute été favorisée par le positionnement du SGCI qui, placé sous l'autorité directe du Premier ministre, constitue un modèle à part, section 2. Section 1. La pérennisation d'une administration de mission. Parce qu'il était nécessaire d'avoir une structure capable de gérer l'application forcément interministérielle du programme de redressement européen, le SGCI a été mis en œuvre au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Or, alors que cette mission, fondement de son existence, allait s'achever, cette dernière a été renouvelée lorsque de nouveaux besoins de coordination interministérielle sont apparus dans les années 1950 avec la création de la Communauté européenne du charbon et de l'acier puis des Communautés européennes. La pérennisation d'un SGCI, ayant fait la preuve de son efficacité, a été préférée à la création d'une nouvelle structure. Depuis lors, et notamment lors de la création de l'Union européenne en 1992, l'histoire du SGCI n'a été qu'une suite d'évolutions en vue d'une adaptation constante de sa mission,
A. Une réponse aux défis de la reconstruction économique en Europe. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe était exsangue et c'est avec l'aide des États-Unis qu'elle a pu amorcer une reconstruction indispensable. Le 5 juin 1947, le secrétaire d'État américain George C. Marshall propose un plan d'aide économique coordonné aux pays européens qui souhaitaient retrouver une stabilité politique et une paix assurée. Convaincu par cette initiative, le président Harry Truman signe le 3 avril 1948 un programme de relèvement européen, ou Plan Marshall, qui prévoit plus de 13 milliards de dollars d'aide en vue du rétablissement de 17 pays européens. Compte tenu de l'importance des sommes en jeu, près de 100 milliards de dollars actuels, une des conditions posées par les États-Unis est la création d'une organisation européenne permettant aux États de gérer eux-mêmes les fonds versés. L'Organisation européenne de coopération économique, OECE, devenue par la suite l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, sera créée en conséquence par la Convention du 16 avril 1948 signée à L', issue de la Conférence de Paris. Membre de l'OCDE, la France doit s'organiser pour optimiser l'utilisation des fonds distribués dans le cadre du programme. Se pose alors la question du département ministériel compétent pour coordonner la position de la délégation française et gérer la répartition administrative des sommes versées dans le cadre de l'organisation. Tout naturellement, 2 ministères posèrent leur candidature. Le ministère des Affaires étrangères, arguant du caractère international de la Convention, et le ministère des Finances, en raison de la vocation essentiellement économique de celle-ci. À cette querelle ministérielle commune à l'ensemble des États signataires qui ont réglé chacun selon leur propre culture administrative et organisation institutionnelle, Robert Schuman, alors président du Conseil, répond par la mise en place d'une entité nouvelle, le décret du 25 juin 1948 portant organisation des services français en ce qui concerne la participation de la France au programme de relèvement européen, signé avec Georges Bidault, ministre des Affaires étrangères, et René Mayer, ministre des Finances et des Affaires économiques, créé ainsi le Comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne. Placé sous l'autorité du président du Conseil, aujourd'hui le Premier ministre, composé de membres permanents, le ministre des Finances et le ministre des Affaires étrangères, et de membres tournants, le ou les ministres dont les dossiers sont évoqués, ce comité est chargé, selon l'article 2 du décret du 25 juin 1948, d'élaborer les instructions nécessaires pour les négociations concernant la participation de la France au programme de relèvement européen, de préparer les décisions du Conseil des ministres relatives à cette participation, et de prescrire les mesures d'exécution nécessaires. Parallèlement est créé un secrétariat général permanent qui, au terme de l'article 3 du décret précité, assuré par un fonctionnaire du ministère des Finances et des Affaires économiques, de fait un inspecteur des finances, avait pour fonction, en liaison avec l'ensemble des administrations intéressées, de préparer les délibérations et les décisions du comité interministériel et de veiller à leur exécution, réunissant à cet effet les représentants des ministères et services intéressés. Ainsi est né le secrétariat général du Comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne, plus couramment appelé SGCI, spécialement chargé d'assurer une coordination interministérielle préparatoire aux décisions du gouvernement français relatives à l'aide reçue dans le cadre du plan Marshall. En ce sens, le SGCI, avec le commissariat au plan aujourd'hui disparu, peut être considéré comme l'une des premières administrations de mission, d'après la définition qu'en a donnée Edgar Pisani, père de la notion. En effet, à la place de l'administration de gestion traditionnelle beaucoup trop bureaucratique, inerte et rigide selon lui pour répondre aux tâches nouvelles auxquelles les pouvoirs publics devaient faire face au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ce dernier prenait la création d'administrations spécialisées, dynamiques, créatrices. L'administration de mission est ainsi conçue comme adaptée à un problème, et directement dépendante du gouvernement de qui lui viennent des moyens et une autorité exorbitante du droit commun. Structure horizontale placée sous la responsabilité du président du Conseil et spécifiquement créée pour répondre aux besoins nouveaux de coordination, dans le cadre de l'application du plan de redressement européen, le SGCI semble répondre à ces critères.
Peut toutefois se poser la question de la pérennité de cette administration à l'heure actuelle, alors que cela fait bien longtemps que la question du programme de relèvement européen, problème justifiant sa création, a été réglée. Cependant, pour Edgar Pisani, l'une des caractéristiques de l'administration de mission était sa limitation dans le temps. Sans être impératif, ce critère doit se vérifier dans la plupart des cas. Il faut que soit affirmé et sans cesse réaffirmé le principe de dissolution de l'administration au terme de sa mission. Or, créé spécifiquement dans le cadre du plan Marshall, le SGCI y a survécu, lorsque de nouvelles nécessités de coordination interministérielle sont apparues avec la création de la Communauté européenne du charbon et de l'acier en 1951, plutôt que de créer à nouveau une structure, la mission du SGCI a été renouvelée, élargie et adaptée, ce qu'elle n'a cessé d'être jusqu'à nos jours. Sa pérennité en tant qu'administration de mission s'en trouve ainsi légitimée. B. L'élaboration de la position française sur les questions européennes. Si la nécessité d'un organisme interministériel s'est imposée dès 1948 aux yeux de Robert Schuman, c'est qu'il est probablement apparu à l'un des pères fondateurs de l'Europe qu'au-delà des aspects purement économiques et financiers de la reconstruction de la France, c'était en réalité toute la problématique de la construction de l'Europe qui se trouvait engagée ainsi que celle de son rapport avec les États-Unis. Aussi n'est-il pas surprenant que le SGCI, alors que sa mission dans le cadre de la gestion du programme de relèvement européen arrivait à son terme, ait vu son rôle évoluer lorsque fut créée la Communauté européenne du charbon et de l'acier par le traité signé à Paris le 18 avril 1951, première grande étape de la construction européenne. Membre aux côtés de la Belgique, la République fédérale d'Allemagne, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas, la France a ainsi traité le problème de l'élaboration et de coordination de ses positions au sein de la nouvelle organisation internationale en élargissant les attributions du comité interministériel créé en 1948 et de son secrétariat permanent. Selon l'article 2 d'un décret du 3 septembre 1952, le comité est en effet chargé d'étudier toutes les questions relatives aux relations entre le gouvernement français et les organismes de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Par le même article prévoit que le comité élabore les directives fixant la position française au sein du Conseil des ministres de la Communauté, prépare les décisions du gouvernement concernant l'application du traité et en assure l'exécution. Afin de réaliser cette mission, le secrétariat général du comité est, d'après l'article 6 du texte précité, assisté dans cette tâche par les services du ministère de l'Industrie et du Commerce chargés des questions concernant la Communauté européenne du charbon et de l'acier. On retrouve ainsi peu ou prou la même logique que celle qui avait caractérisé la mise en place du comité interministériel dans le cadre de l'application du plan Marshall, logique que l'on retrouvera lors de la création de la Communauté économique européenne, CEE, quelques années plus tard. Il n'est dès lors guère étonnant qu'à nouveau le SGCI ait été sollicité à cette occasion. En effet, lors de la création de la CEE et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, CEA, par la signature des 6 membres de la CECA du traité de Rome le 25 mars 1957, le SGCI voit encore une fois ses attributions étendues par le décret portant attribution de compétences pour l'application des traités instituant les communautés européennes, adopté le 3 avril 1958. Il s'agit de répondre aux exigences d'une intégration européenne plus ambitieuse, les traités ne prévoyant pas de manière précise les politiques publiques qui devaient être élaborées. Les intérêts en jeu sont beaucoup plus importants que ceux de la CECA, ce qui justifie d'autant plus le recours, conformément à une logique de jacobinisme et de verticalité hiérarchique, caractéristique majeure de l'administration française, à une entité placée sous l'égide du président du Conseil. Selon l'article 1 de ce décret, le comité est désormais chargé d'étudier toutes les questions relatives aux relations entre le gouvernement français et les organes de la Communauté économique européenne, de la Communauté européenne de l'énergie atomique et de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Il est toujours présidé par le président du Conseil et comprend le ministre des Affaires étrangères, le ministre des Finances, des Affaires économiques et du Plan, le ministre de l'Industrie et du Commerce,
le membre du gouvernement chargé des affaires européennes et tous les ministères intéressés. Article 1. Ce même article précise d'autre part que le comité élabore notamment les directives fixant la position française au sein des conseils des ministres, des communautés et des divers organismes communs prévus par les traités, prépare les décisions du gouvernement concernant l'application de ces traités eux-mêmes et les décisions émanant des organes communs qu'il prévoit et en assure l'exécution. Le décret de 1958 crée également 2 comités techniques interministériels, l'un pour les questions relatives à l'application des traités instituant la CEE et le CECA, l'autre pour les questions concernant l'application du traité créant l'Euratom, ou CEEA, articles 2 et 3. Cependant, ces 2 comités n'ont jamais tenu de réunion régulière et c'est bien le SGCI qui depuis la création des communautés européennes a été le coordonnateur, sous l'autorité du président du Conseil puis du Premier ministre, de la politique communautaire puis européenne de la France. Chaque nouvelle étape de la construction européenne s'est traduite par une extension des compétences du SGCI. Lors de la signature du traité de Rome, celui-ci a été chargé de l'élaboration des positions de la France sur les questions communautaires et de la coordination entre les institutions publiques françaises et les institutions européennes, au fur et à mesure de la réforme des traités tendant vers une intégration européenne toujours plus renforcée. Il a été amené à couvrir l'ensemble des domaines définis par le traité sur l'Union européenne signé à Maastricht le 7 février 1992, exception notable de la politique étrangère et de sécurité commune, PESC, qui reste de la compétence du ministère des Affaires étrangères. Ainsi, le changement de sigle, consacré par le décret du 17 octobre 2005 modifiant le décret du 3 avril 1958 jusqu'alors inchangé, reflète mieux la réalité de ces attributions qui couvrent depuis bien longtemps des questions autres qu'économiques et de plus en plus politiques. Le Secrétariat général des Affaires européennes, SGAE, est en effet plus lisible et compréhensible que l'obsolète Secrétariat général du Comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne. Néanmoins, ce décret ne consacre formellement aucun changement de position institutionnelle. Le SGAE est toujours un service du Premier ministre dont le budget est géré, depuis un décret du 10 juillet 1954, par le ministère de l'Économie et des Finances. Le choix qui a été fait en 1958 de conserver cette configuration au détriment d'un rattachement au ministère des Affaires étrangères ou au ministère des Finances, voire même de la création d'un ministère de l'Europe, se trouve à nouveau confirmé. Les intérêts en jeu sont en effet tellement importants que le Premier ministre a souhaité garder le contrôle sur les questions européennes, ce qui facilite également la mission de coordination au sein d'un univers gouvernemental caractérisé par une pluralité de ministères ayant une influence inégale. Le rattachement au Premier ministre permet ainsi, dans un jeu interministériel parfois conflictuel, d'arbitrer en faveur d'une position commune qui s'impose à tous une fois avalisée par le chef du gouvernement. En effet, selon l'article 21 de la Constitution du 4 octobre 1958, le Premier ministre dirige l'action du gouvernement. Il est donc juridiquement capable d'imposer ses vues en cas de désaccord persistant entre ministères. Ainsi, comme a pu le remarquer Alexandre Carnuletti, l'organisation du traitement des affaires communautaires est fondée, en France, sur 2 principes. Celui de la compétence de chaque administration pour les affaires qui la concernent et celui de la coordination centralisée assurée par un organe relevant du Premier ministre, le Secrétariat général du Comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne. Cette remarque intéressante sous-entend que les États membres des communautés européennes, puis de l'Union européenne à partir de 1992, ont opté pour des structures plus ou moins proches de celles du SGCI afin de répondre à un besoin inévitable de coordination interministérielle pour les questions européennes. Section 2. Un positionnement institutionnel spécifique à la France. Le système institutionnel de l'Union européenne est caractérisé par un processus décisionnel original et complexe, qui implique les 3 principales institutions communautaires: la Commission européenne, le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen. Cependant, l'Union européenne n'ayant pas un réseau administratif propre suffisant pour préparer et mettre en œuvre les décisions communautaires,
ces tâches reposent essentiellement sur les administrations nationales, ce qui a contraint tous les États membres à imaginer des mécanismes de coordination interministérielle dont le positionnement institutionnel varie selon leur culture administrative. Parmi la multitude de configurations, il est néanmoins possible de distinguer deux grands modèles dominants. Une structure de coordination interministérielle, A. Une coordination interministérielle menée par un ministère, B. L'étude de quelques exemples particulièrement illustratifs permet de prendre la mesure de l'originalité du système de coordination interministérielle français, qui intéresse de plus en plus d'États, notamment les nouveaux membres entrés dans l'Union européenne le 1er mai 2004. A. Le modèle d'une structure de coordination interministérielle. En vue de dresser un panorama intéressant des États ayant opté pour une structure chargée spécifiquement de la coordination interministérielle pour les questions européennes, il convient d'étudier 3 États qui sont entrés à des dates différentes dans l'Union européenne, mais qui ont adapté leur système administratif en prenant pour base le même modèle: le Royaume-Uni, la Suède, la Pologne. 1 degré. S'agissant en premier lieu du Royaume-Uni, le fonctionnement du système repose sur une idée directrice. Pour chaque dossier relevant de l'Union européenne, la responsabilité pour formuler la ligne officielle du Royaume-Uni, pour rencontrer des officiels à la représentation permanente, pour consulter les parties intéressées, pour rendre compte au Parlement ou encore pour appliquer la législation communautaire une fois adoptée, est assumée par le Lead Whitehall département, c'est-à-dire le ministère compétent sur la question traitée, qui reçoit alors directement des informations de la représentation permanente. La consultation des autres ministères éventuellement intéressés peut s'effectuer par correspondance ou lors de réunions officielles organisées, soit par le ministère chef de file, soit par le cabinet office, état-major politique du Premier ministre, lorsqu'il s'avère nécessaire d'arbitrer un conflit interministériel sur une question particulière. Le secrétariat européen du cabinet office est en effet responsable de la coordination des affaires européennes entre les ministères. Ainsi, il doit assurer que les positions officielles sont définies à temps, de manière efficace et bien transmises à tous les ministères intéressés. Dans cette tâche, il coopère étroitement avec le ministre des Affaires étrangères qui prend la tête des négociations interministérielles sur certains dossiers transversaux contribuant à formuler une position intégrant une vision globale des questions européennes. La représentation permanente, RP, est également un collaborateur important. La présence de ces agents à toutes les réunions présidées par le secrétariat européen du cabinet office constitue en effet une source essentielle d'informations permettant d'avoir une vision réaliste des négociations en cours. Le système britannique de coordination interministérielle pour les questions européennes est ainsi différent du cas français, bien qu'il existe dans les deux cas une structure rattachée au Premier ministre. Contrairement au secrétariat européen, le SGAE intervient davantage en amont en matière de coordination et sur des questions plus techniques que politiques. C'est lui qui reçoit les textes à négocier de la RP pour ensuite les faire circuler entre les ministères concernés en vue de définir une position commune. Au Royaume-Uni, cette tâche revient au ministère compétent sur la question traitée, le secrétariat européen n'intervenant que pour superviser l'ensemble et éventuellement arbitrer en cas de conflit interministériel, rôle dévolu au cabinet du Premier ministre en France. Il n'existe donc pas de structure de coordination à vocation technique comme peut l'être le SGAE. 2 degrés. Le cas de la Suède est particulièrement intéressant. En effet, ce pays n'a opté pour une structure de coordination interministérielle qu'en 2004. Auparavant, c'était le ministère des Affaires étrangères qui était en charge de la coordination interministérielle pour les questions européennes. Dans l'ancienne organisation, le ministère compétent devait organiser la coordination avec les autres ministères concernés, puis préparer un projet de position soumis au département des Affaires européennes du ministère des Affaires étrangères pour agrément. La responsabilité de la coordination était assumée par un comité de l'Union européenne composé par tous les secrétaires d'État et présidé par le secrétaire d'État pour les affaires européennes sous la responsabilité du ministère des Affaires étrangères. La petite cellule pour les questions européennes rattachée au cabinet du Premier ministre n'intervenait qu'à la fin du processus pour prendre la décision finale,
situation relativement similaire à celle du cabinet Office britannique. Or, cette situation s'est révélée insatisfaisante tant pour le ministère des Affaires étrangères qui manquait d'analyse technique pour s'imposer, que pour le Premier ministre qui souhaitait être davantage impliqué dans le processus décisionnel européen, et non seulement lors de la dernière étape en tant qu'arbitre. Par conséquent, le gouvernement suédois a décidé d'une réforme entrée en vigueur en avril 2004 qui a eu pour effet de transférer la responsabilité de la coordination interministérielle sur les questions européennes du ministère des Affaires étrangères au Premier ministre. Désormais, le ou les ministères pilotes, sur un sujet, sont chargés de préparer un projet d'instruction qu'ils soumettent à un secrétariat de coordination pour l'Union européenne composé de 25 agents et présidé par un secrétaire d'État sous la responsabilité du Premier ministre. Cette structure, épaulée par une équipe de 12 personnes appartenant au cabinet du Premier ministre, est responsable du suivi des réunions à Bruxelles du Conseil des ministres, du Coreper et des groupes de travail. À cet effet, sont organisées des réunions de coordination tous les mardis et mercredis afin de préparer les instructions pour le Coreper selon les orientations données par le secrétariat. De manière générale, ces réunions s'achèvent sur un compromis autour d'instructions envoyées à la RP qui est également consultée par les ministres lors de la phase de préparation de projets d'instruction. Néanmoins, lorsqu'un arbitrage est nécessaire, ce qui est rare, il revient au secrétaire d'État, arbitre politique, ou au Premier ministre lui-même de trancher sur les sujets les plus sensibles. Il est par ailleurs intéressant de remarquer que la Hongrie a connu la même évolution en passant, le 1er janvier 2005, d'une coordination menée par le ministre des Affaires étrangères à un bureau pour l'intégration européenne, rattaché au Premier ministre. Cette organisation est plus proche du cas français que ne pouvait l'être le modèle britannique. 3 degrés. La Pologne dispose actuellement d'un système dont la logique est probablement la plus proche de celle du SGCI dont elle s'est inspirée. Dès 1996, un comité pour l'intégration européenne, UKIE, a été chargé, avant l'entrée de la Pologne dans l'Union européenne le 1er mai 2004, de coordonner les travaux de tous les ministères et institutions directement engagés dans le processus d'intégration du pays à l'organisation. Depuis l'accession, les principales tâches du bureau consistent à préparer les positions officielles de la Pologne dans le cadre des travaux du Conseil de l'Union européenne, à s'assurer que les politiques poursuivies par le gouvernement polonais s'accordent avec les engagements pris à l'égard des autres États membres, à participer à la création et à la mise en œuvre de la réglementation européenne ou encore à informer et collaborer avec le Parlement national sur les questions européennes. En outre, depuis 2004, un comité du Conseil des ministres pour les affaires européennes a été établi en vue de mettre en place un lieu de discussion et d'adoption des positions officielles du gouvernement polonais sur les questions européennes. Il est également chargé de résoudre les conflits interministériels qui peuvent survenir durant la préparation des positions polonaises pour le Conseil de l'Union européenne et les réunions du Coreper. Si les ministères ne réussissent pas à s'accorder sur une position commune, ou lorsqu'un sujet relève exclusivement du Conseil des ministres, le comité se tourne vers ce dernier qui prend la décision finale. Le changement de majorité qui s'est produit lors des élections législatives du 25 septembre 2005, au bénéfice du Parti conservateur Droit et Justice plutôt eurosceptique, a quelque peu ébranlé ce système de coordination. Les responsabilités du Comité pour l'intégration européenne, qui est progressivement démantelé, sont transférées peu à peu au ministère des Affaires étrangères. À ce jour, l'organisation définitive du processus de coordination polonais n'est donc toujours pas fixée et semble connaître une évolution contraire à ce qui a pu se produire en Suède. Un ministère deviendrait coordonnateur, situation cependant la plus répandue au sein de l'Union. B. Le modèle du ministère coordonnateur. La configuration du ministère coordonnateur, bien souvent le ministère des Affaires étrangères et ou le ministère de l'économie, est la plus répandue dans l'Union, malgré ses limites en termes de compétences techniques et de légitimité à s'imposer vis-à-vis des autres ministères, comme en témoignent les expériences de la Hongrie et de la Suède. Quelques exemples méritent cependant attention. Les modèles allemands, autrichiens et espagnols. 1 degré. Le système mis en place en Allemagne est intéressant à double égard. D'une part, la coordination se réalise au niveau fédéral et non des États fédérés.
D'autre part, elle met en jeu deux principaux ministères coordonnateurs, le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'Économie, qui se partagent la responsabilité de la coordination interministérielle. La RP allemande transmet au bureau de coordination du ministère fédéral de l'économie des documents que ce dernier centralise et transmet au ministère principalement compétent, à tous les ministères intéressés et au Parlement pour information. Elle envoie également des documents au ministère des Affaires étrangères où ils sont traités par les services compétents. Les bureaux européens de chaque ministère disposent d'une marge de manœuvre importante sur les sujets qui relèvent de leurs compétences. Des consultations régulières toutes les 2 semaines sont organisées entre le responsable hiérarchique des cellules européennes de tous les ministères et la RP à Bruxelles afin d'identifier et résoudre rapidement les différences de points de vue, ainsi que planifier la politique européenne. Ces réunions sont présidées à tour de rôle par le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'Économie. Le ministère de l'Économie est responsable de la préparation de 3 conseils. Ecofin, Justice et Affaires intérieures. Relex. Celui des Affaires étrangères coordonne quant à lui les instructions. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.